Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les éditeurs de Judaïque FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Gilles Bernheim, monsieur le grand rabbin, bonjour. Bonjour. Cette musique? Écoutez, le temps n'est pas passé depuis la dernière fois où je l'ai écouté et chanté à la synagogue de la Victoire dimanche dernier. Alors, précisément, dimanche dernier s'est déroulé, monsieur le grand rabbin, dans la grande synagogue de la Victoire, une cérémonie pour l'installation de la rabbinite Joël Bernheim et vous-même en Israël. C'était d'abord un public très nombreux dans la synagogue parce que très peu de nombre, mais c'était une grande synagogue et le public, les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Des dizaines de fidèles ont pu suivre en direct la cérémonie, d'ailleurs sur YouTube et sur le Zoom. Et c'était un moment de très forte émotion. Quel était votre sentiment quand vous avez vu toutes ces interventions, tout ce public? Après, on parlera de votre vie et de votre itinéraire. Je devrais d'abord dire dans quel état nous étions en quittant la cérémonie lorsque nous sommes rentrés de la synagogue de la Victoire à notre domicile. On était passablement étourdis. Vous savez, quand vous êtes au centre du jeu, centre du cercle, pendant environ 3 heures, et qu'on parle de vous, que ce soit ma femme, de ma famille ou de moi-même, il arrive un moment où on se demande si c'est bien de soi qu'il est question. Si c'est bien de moi dont on parle ou de Joël, ma femme, que l'on parle. Parce que il arrive que beaucoup, ça soit un peu trop. C'est-à-dire beaucoup de mots sur soi, ça donne l'impression qu'on parle trop de notre personne. On n'est pas tellement habitué à cela. Et c'est normal. Et puis, les gens qui attendent qu'on fasse des compliments sur eux, à mon avis, ce sont des gens qui seront vite malheureux. Donc ça c'était une chose un peu étourdie, un peu, comment dire, voilà, un peu désorienté, c'est le mot que je cherchais, un peu désorienté. Le lendemain matin ça allait mieux, et puis je ne cacherai pas que ça a été un moment très heureux pour Joël et pour moi. Très heureux pour 2 raisons. La première, c'est parce que nous étions entourés de vrais amis. Il y avait des limites en nombre dans la synagogue pour des raisons sanitaires que nous savons. Beaucoup de gens l'ont suivi par Zoom. Mais très heureux parce que nous avons trouvé des amis, de vrais amis. Et ce que j'entends par amis, ce sont les amis qui, dans les bons et mauvais moments de la vie, partagent les mêmes valeurs que vous accompagnent, vous pouvez les accompagner, vous êtes sûr de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, et il y a une vraie fidélité. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est une cérémonie qui était organisée par notre fils Elia, aidé par des administrateurs de la commission administrative de la synagogue de la Victoire et son rabbin, que nous remercions très vivement. Son président? Son président Jacques Canet, président honoraire Félix Leub, Madame Benichoukak, qui a beaucoup travaillé aux côtés d'Elia, et puis le rabbin Moshe Sobag, qui n'est pas seulement le rabbin de la synagogue, il est celui qui m'a succédé à la synagogue de la Victoire, aux côtés duquel je continue à prier, puisque la Victoire est restée la synagogue et de mon quartier, et de ma tradition, et de mon cœur. Le rabbin Sobag est un ami. Ce n'est pas simplement un rabbin successeur. Et nous nous sommes toujours parfaitement, non seulement respectés, mais surtout bien entendus. Et de fait, ce qui était
heureux pour moi, c'est que cette cérémonie était tout autant consacrée à ma femme qu'à moi, ou à moi qu'à ma femme. C'est pas parce qu'on forme un couple que cela va de soi. Joël a sa vie, a sa créativité, son intelligence, son apport à la vie communautaire, au judaïsme. Et j'ai la mienne. Il y a bien évidemment non seulement des convergences, mais des choses que nous faisons ensemble, et d'autres choses où elle est, elle, garante de son seul mérite. Et j'ai apprécié beaucoup que l'organisation de cette soirée se soit faite à 50% pour elle et 50% pour moi. Et je dois dire une chose, un père... C'est un fait tellement rare. Un père peut être jaloux de beaucoup de choses, sauf de ses enfants et de son épouse. Et je dirais un rabbin ne doit jamais être jaloux de ses élèves. Après ça, tout va bien. Et ça, alors, c'était, monsieur le grand rabbin, on va survoler votre place, votre rôle durant ces 40 dernières années. Alors d'abord, c'était un moment de très forte émotion pour nous tous, parce que, comme vous parliez de la rabbinite et de vous-même, vous représentez un couple qui aura marqué son temps. Vos actions, votre amour pour votre communauté, vos réalisations multiples, la richesse de vos interventions dans tout le domaine nous ont apporté, nous ont enrichi dans la communauté. Et à cette occasion, d'ailleurs, vous avez raison de le dire, le premier acte de la présence du grand rabbin de France, Chaim Corsia, c'était à travers un vibrant hommage au couple Bernheim. Il a remis le prix à la première fois à une rabbinite. Je dois partager avec vous et nos auditeurs un ressenti qui a été celui de Joël, ma femme et moi-même. D'abord, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, a très bien parlé. Des mots justes. Quand il fallait, ce sur quoi il fallait et là où il fallait. Quand j'entends par bien parler, c'est-à-dire au travers lorsqu'on fait des louanges, on exprime des louanges sur une personne, ce n'est pas que la personne que l'on élève, c'est aussi ce qu'elle représente comme système de valeurs, voire des institutions qui s'attachent à la même chose, voire d'autres personnes qui contribuent à l'accomplissement des projets et en l'occurrence de Joël. Et je pense tout particulièrement, parmi d'autres choses, au Beth Midrash Lenashim qu'elle a créé de ses mains, qui est une activité pour elle à mi-temps dans sa vie, et qui par ailleurs est bénévole et à côté de son activité professionnelle, activité qui est un plein temps. Et j'ajouterais, il y a un autre plein temps, c'est la vie familiale, c'est la gestion de la maison, c'est faire tout ce que l'on sait dans une famille normalement constituée. Les journées sont très longues, les temps de récupération sont très courts, et j'ai pas simplement de l'admiration, je suis toujours impressionné de sa capacité à mettre tant de choses dans un temps qui chaque jour reste limité à 24 heures. J'ai besoin de le dire, pas pour impressionner nos auditeurs, mais parce que j'en suis le premier bénéficiaire. Et ça, c'est une des dettes de ma vie. Alors, depuis votre entrée dans le rabbinat, d'ailleurs, cette émission, monsieur le grand rabbin, c'est, je dirais, un hommage au couple Bernheim, c'est-à-dire à la rabbinite Joël Bernheim et à vous-même. Si ça n'avait pas été un hommage au couple, je ne suis pas sûr que je serais venu au studio. Très bien. En tout cas, depuis votre entrée dans le rabbinat Gilles Bernheim, votre intense activité s'inscrivait dans le service des valeurs du judaïsme, rétablir le dialogue avec les nouvelles générations. On vous a vu faire découvrir notre patrimoine. Vous avez été le rabbin des étudiants et des universitaires, et tout le monde se souvient, dans les années 80, vos cours qui réunissaient des dizaines d'étudiants jusque dans les escaliers de la grande salle de Centre Edmond Flegg, où tout le monde s'agglutinait pour suivre votre cours. Mais votre cours, c'était pas simplement une transmission de connaissances et de savoir, c'était aussi un espace de rencontre, de découverte de la communauté. Est-ce que vous le ressentiez comme ça? Oui. Des personnes qui viennent étudier ne viennent pas que pour apprendre. Elles viennent aussi parce qu'elles savent que les gens qui suivent tel enseignement de telle personne sont des gens, je ne dis pas qu'ils leur ressemblent, mais des gens qui ont au moins des lignes de convergence avec eux. Ils se disent, s'il va suivre ce cours avec tel enseignant, c'est qu'il a des centres d'intérêt qui ne sont pas totalement détachés des miens. Et il y a d'ailleurs eu beaucoup de rencontres, beaucoup de liens d'amitié qui se sont créés lors de ces soirées d'études hebdomadaires.
Et puis j'ajouterais, il y a des couples qui se sont constitués là-bas, qui se sont rencontrés, parce qu'ils avaient les mêmes centres d'intérêt, ou un certain même centre d'intérêt qui a été dans leur vie Pour centrale. certains, ils étaient très éloignés et des textes fondamentaux du judaïsme et même de la communauté. Oui, les personnes qui venaient étudier là-bas étaient, je dirais, très diversifiées. Il y avait des juifs très pratiquants qui recherchaient, qui peut-être n'étaient pas, qui étaient en attente de quelque chose qu'ils ne trouvaient pas dans le type d'enseignement qu'ils suivaient ailleurs. Et chacun a sa spécificité, d'autres comme moi-même, ou moi-même comme d'autres. J'ajouterais une autre chose, c'est que ce sont souvent les gens qui venaient là-bas, c'était des personnes qui quelque part étaient inquiètes, c'est-à-dire n'étaient pas complètement sûrs, non pas de leur confiance en Dieu ou de leur confiance en la Torah, mais ils sentaient qu'il leur manquait quelque chose. Et ils se disaient que peut-être on n'allait pas répondre à leurs préoccupations, mais on allait leur apprendre à nommer leurs préoccupations, c'est-à-dire à rendre leur inquiétude, je dirais, moins angoissante, mieux formulée, donc plus familière, donc ils se sentaient plus en confiance pour aborder, traiter leur inquiétude, l'affronter. Je dirais qu'il y avait à l'autre extrême, avec beaucoup de gens dans des strates intermédiaires, il y avait à l'autre extrême des gens qui n'allaient pas à Kippour à la synagogue. Je parle pas ni du Shabbat ni de la cacheroute, qui n'étaient jamais entrés dans une synagogue. Et de fait, c'était un lieu de rencontre formidable pendant nombre d'années, globalement entre 1985, je parle du Centre Flegg maintenant, et à peu près l'an 2000. Et puis ensuite, ça s'est transféré à la synagogue de la Victoire, parce que Flegg fermait, et que la Victoire était aussi ma communauté professionnellement et communauté de cœur. Alors, beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes. D'ailleurs, à cette période-là, dans ces années-là, il y avait très peu de lieux. Il y avait les cours de Manitou trimestriels, il y avait le colloque des intellectuels juifs, mais les étudiants et ce public a trouvé dans votre cours une espèce de découverte et de redéfinition de leur propre identité. Oui, je pourrais mentionner d'autres noms. C'était mon activité professionnelle, donc je pouvais disposer de beaucoup de temps, de ressources, de temps de préparation pour les cours. Il n'y avait pas que le cours du jeudi soir, il y en avait d'autres, il y en avait dans les grandes écoles, il y en avait dans certaines universités. Puis, il n'y a pas que l'étude. Il y a aussi le vécu en commun. Faire des Shabbats ensemble. Et ce qu'on appelle des week-ends étudiants. Inviter le Shabbat. Et le Shabbat, c'était un petit hôtel, notre maison, notre appartement. C'est-à-dire, jamais le vendredi soir, ou rarement le vendredi soir, parce que c'était, lorsqu'on a eu des enfants, le vendredi soir est réservé aux enfants. Si vous faites de l'accueil communautaire, vendredi soir, Shabbat à midi, les enfants ont l'impression d'être des invités. C'est-à-dire d'être dans une auberge où il y a trop de monde et ils n'ont plus de contact avec les parents. Donc le vendredi soir, c'était les enfants et le Shabbat à midi, c'était les invités. Donc voilà, parce que le vécu du Shabbat, c'est à table, c'est dans l'étude, c'est dans les chants, c'est dans la perception que l'on a d'une famille juive avec des parents, des enfants qui étudient, qui transmettent, qui jouent ensemble. Maintenant, je dirais encore une autre chose, une dernière chose, c'est que cette période-là a été très féconde pour moi, dans la mesure où elle m'obligeait et m'a permis de beaucoup travailler. Je ne parle pas de travailler en termes maintenant de choses faites avec d'autres. D'abord, pour enseigner, il faut préparer. Donc de découvrir beaucoup de livres, de préparer des cours, de prendre beaucoup de notes, de manière à, je dirais, changer le niveau de mes ressources. Lorsqu'on a fini ses études et qu'on commence à exercer, on n'est qu'au tout début, et la pratique vous oblige à formuler les préoccupations de manière autre. La pratique, c'est-à-dire l'enseignement, autre que ce que l'on a appris dans les livres lorsqu'on est étudiant. Et ça a été une période très heureuse, très féconde. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai eu des moments difficiles et des moments très heureux. Les uns comme les autres comptent. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que même lorsqu'il y a eu des moments difficiles, ils ont toujours été accompagnés et suivis de moments différents qui permettaient de rebondir, de se reconstruire, de réussir ce qui avait échoué, etc. Et je pense que lorsqu'on est honnête et que l'on est complet, on a conscience de ses manques et on n'a pas peur de les afficher. Cacher ses manques, c'est une manière de se croire complet, c'est-à-dire excellent, et Dieu sait qu'on ne l'est pas.
Ça, c'était je dirais, j'ai eu une belle vie professionnelle à Paris, tout au long de ces années. Alors, vous avez été rabbin des étudiants universitaires, cette période qui était très riche, très féconde, comme vous dites, très créatrice d'ailleurs, mais vous avez été aussi un rabbin très discret sur des actions que vous meniez presque clandestinement, notamment je pense aux malades du sida, où vous alliez rencontrer les malades eux-mêmes, réconforter les familles, et vous ne manquiez jamais les rendez-vous, et vous disiez toujours à votre fils Elia, si tu promets à un malade de venir mardi d'après, il faut absolument être là parce que c'est très important. Cette idée du rabbin qui s'occupe de la détresse et de la solitude, c'était inné chez vous? Je ne sais pas répondre à cette question, à savoir qu'est-ce qui était à l'origine. Vous mentionnez d'abord, vous employez le terme de discrétion. Ce n'est pas qu'une question d'éducation, ce n'est pas une question de timidité, c'est tout à fait autre chose. Parce que quand vous êtes discret sur certaines choses, alors dans les moments très médiatiques, vous avez des gens qui vous disent « il est discret », il est taiseux, il est froid, il est distant, etc. C'est amusant c'est pas amusant à entendre, mais c'est amusant comme mode de raisonnement. Quand vous vous occupez de malades du sida, vous faites ce que vous pouvez faire avec eux et à côté d'eux. Mais je rappelle, et c'est pas seulement valable pour les malades du sida, c'est aussi valable pour l'enseignement. Il ne m'appartient pas d'exposer sur la place publique qui ont été les étudiants qui ont étudié avec moi. C'est pas un objet médiatique, la personne qui étudie. Parce qu'évidemment, quand vous avez des gens dont le nom est connu ou reconnu dans la société, vous pouvez aisément vous enorgueillir du fait de voir quelqu'un comme lui ou comme elle. Des ministres. Peu importe. Et donc, de fait, vous en servez pour vous élever vous-même. Et il y a une chose que l'on doit apprendre très tôt. C'est lorsqu'on enseigne la Torah, ce que l'on sert, c'est le livre. C'est le texte. C'est la Torah. On ne se sert pas de la Torah, même si on est intelligent, pour se servir soi-même, pour s'élever soi-même. C'est un principe de base. Je prétends pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu est le plus anave, le plus modeste de tous les hommes, c'est pas qu'il fait de la fausse modestie. C'est parce qu'il s'efface devant la parole divine pour la valoriser. Et donc, vous n'avez pas à dire des choses qui n'ont pas lieu d'être exposés sur la place publique. Autrement dit, les malades du sida ont leur misère, leur malheur, leur souffrance, leur famille, tout autant, et parfois même plus. C'est quelque chose qui ne se raconte pas. J'ai presque envie de dire, c'est comme un médecin. Il y a un secret professionnel. Un médecin ne dit pas qui sont ses patients. Il fait son travail le mieux possible, que ses patients parlent de lui. Très bien, s'ils sont contents de lui. Que des étudiants parlent de vous, ils en sont heureux, ils en ont bénéficié, parfois ils le disent ou ils le disent sur la place publique, c'est leur affaire, mais ce n'est pas la mienne. Et ça, c'est la conduite, c'est une posture que l'on a en tant qu'enseignant. On sert le livre, et le livre, vous le savez, c'est le livre qu'Akadosh Baruch Hu a écrit, le texte biblique. On ne sert pas une œuvre que l'on a soi-même produite. L'acte créateur, il vient d'ailleurs, on est les serviteurs de cette parole. Alors, s'il n'y a pas un minimum de discrétion, si on s'expose avec un vocabulaire outrancier pour parler de soi, ou etc., non. Alors on n'est plus dans la Torah, on est dans une culture religieuse peut-être, mais on peut aussi faire de la Torah une forme d'idole, pardonnez-moi. On risque de faire de la Torah une sorte d'idole. Alors, il faut rappeler votre rôle parce que vis-à-vis de la société, vous avez créé le département Torah et Société pour dire ce que le judaïsme a à dire à la société et à entendre. Et plusieurs revues ont été publiées sur différents thèmes. Et vous avez joué un rôle très important dans le cadre du dialogue judéo-chrétien. Et lorsque vous avez été à la tête du judaïsme français, et vous avez montré que le judaïsme n'était pas exclusivement un rituel synagogal, mais aussi une conception de l'humanité. Oui, alors je mentionnerai... Vous avez mentionné les revues, enfin les fascicules qui ont été faits dans le cadre de Torah et Société. Je le dis et je le répète, ils doivent beaucoup au président du Concile de Paris de l'époque, Moïse Cohen. Je ne reviens pas là-dessus, mais non seulement il a rendu possible la création de ce département. D'ailleurs, dimanche dernier, il y a eu un bel hommage à Moïse Cohen. Il l'a suivi avec attention, avec intérêt, et il m'a aidé à faire prospérer cette aventure. Maintenant, je pense à d'autres canaux qui pour certains ont duré et continuent à durer.
et a perduré. Je prends l'exemple de la radio. Il y a environ 23 ou 24 ans, j'ai été approché par Radio Shalom pour faire une émission hebdomadaire qui s'appelait Torah et Société, et qui s'appelle toujours Torah et Société. Vous avez mentionné l'expression Torah et Société. Le souhait, et c'était avec Pierre Gandus, et c'est avec Pierre Gandus, et ce sera toujours avec Pierre Gandus dans les temps qui viennent, c'est une émission qui avait pour objet et d'enseigner la Torah, et de mettre la Torah en ce qu'on appelle une mise en perspective avec des questions de société, pour voir dans quelle mesure la Torah pouvait donner, non pas à croire, mais à penser. Donner à penser, c'est-à-dire faire réfléchir la société, et comment la compréhension des problèmes de société peuvent éclairer de nouvelles questions que l'on se pose et que l'on pose à la tradition, et à partir de là, la société peut vous aider à enrichir votre réflexion sur la tradition rabbinique. Je dis cela parce que ces émissions avec Pierre Gandus, qui durent depuis plus de 23 ans, m'ont permis, et je dirais presque m'ont obligé au départ, à utiliser ce que l'on appelle des structures de langage, un vocabulaire plus simple que celui que l'on emploie lors de l'enseignement devant des gens qui ont une certaine culture. Parce que quand vous parlez à la radio, vous savez pas qui vous écoute. Si vous parlez devant un groupe qui est déjà constitué, vous connaissez un peu le niveau d'intelligence, de culture, d'attention des gens qui sont devant vous, semaine après semaine. La radio, c'est pas pareil. Et puis je dirais la synagogue, puisque j'étais rabbin de la Victoire pendant une douzaine d'années. Quand vous êtes à la synagogue, vous n'êtes pas devant des groupes d'étudiants ou d'universitaires. Vous avez rappelé l'amour que vous aviez pour cette communauté de la grande synagogue de la Victoire. C'est pas de l'amour que j'ai eu, c'est de l'amour que j'ai et que je garderai. Et pour ces hommes, et pour leurs projets, et pour une certaine idée qu'ils se font du judaïsme français. J'ajoute que il y a un deuxième canal qui a été très précieux pour moi. Il a été créé à une époque maintenant ancienne au consistoire de Paris et également au consistoire central, mais consistoire de Paris d'abord, la commission d'éthique médicale du consistoire de Paris, éthique médicale. Je n'en ai pas fait partie tout de suite. J'ai été sollicité pour en faire partie. Je pense qu'elle a été créée à l'époque du président Benny Cohen, si mes souvenirs sont justes. Il y a eu des successions de présidences, et il m'a été demandé d'intégrer, moi ça m'intéressait beaucoup, l'éthique médicale, et de fait, relativement vite, il m'a été demandé de partager une coprésidence, c'est que il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, des juristes et des rabbins, et encore quelques autres professions, mais ce qu'on appelle des professions de pointe dans ce domaine et de recherche dans ce domaine. Et le médecin qui représentait, c'est-à-dire la médecine si je peux dire, enfin l'autre composante, ce qu'on appelle laïque, pas laïque au sens de pas religieux, laïque au sens pas rabbin, on comprend bien, est le professeur Marc Zerbib. Et nous avons constitué ensemble un binôme, un président rabbin et un président médecin. Et c'était je dis pas seulement un binôme qui a bien travaillé ensemble, un beau binôme. Parce que j'avais à mes côtés, et lui à ses côtés, et moi à ses côtés, pour lui, j'avais un homme qui est resté un vrai ami. J'avais un homme, d'abord, qui comprenait la tradition juive, qu'il étudiait. Par ailleurs, qui est un responsable communautaire. Ce n'est pas qu'un grand médecin, professeur de médecine, c'est un président de communauté, la synagogue des Tournelles. Et puis c'est quelqu'un avec qui je pouvais vraiment parler. C'est-à-dire que les mots avaient la même signification pour lui et pour moi. Vous n'êtes pas obligé de prouver, de légitimer votre propre discours. Ça, il y a des choses qu'on peut se dire sans avoir besoin de les démontrer parce qu'on sait on sent qu'elles sont justes. Donc on a nos codes qui sont parfaitement maîtrisés. Et j'ai pas simplement de la reconnaissance à l'adresse de Marc Zerbib, mais je dirais, j'ai aussi un grand bonheur à me souvenir de ces années riches, et elles ont été longues, ces années, nombreuses. On a traité beaucoup de sujets d'éthique médicale, c'est pas dire que lui et moi, on parlait une fois par mois. Il nous arrivait d'enseigner, moi souvent, mais de fait, il y a eu nombre de rabbins, et je pourrais citer des noms qui ont été des noms
extrêmement, je dirais, pertinents dans ce domaine, et des médecins, et des ingénieurs, et des juristes, et d'autres professions encore, biologistes, qui ont donné je dirais, un vrai contenu. Et j'ajouterais, c'est qu'il y avait dans ce groupe, commission d'éthique médicale, je me souviens plus exactement du nombre de personnes, mais relativement nombreuses. Tout le monde ne vient pas en même temps et tout le monde n'est pas présent à chaque fois. Mais il y avait des gens qui étaient totalement déjudaïsés pour certains, ou des gens qui étaient des juifs de Kippour, des gens qui n'avaient aucune culture juive. Et d'une certaine façon, cette commission d'éthique médicale leur a permis de s'intéresser au judaïsme par le biais de quelque chose qui les intéressait, la médecine, l'éthique, et leur a fait découvrir d'autres choses. Et là, je suis reconnaissant à celui qui a créé. Je crois que c'est l'époque de Benny Cohen, j'espère ne pas faire d'erreur, mais en tous les cas, je lui suis reconnaissant d'avoir créé cela, avec d'autres personnes du Consistoire de Paris, à Moïse Cohen de l'avoir enrichi, de l'avoir fait durer, et ensuite Joël Mergui. En tout cas, en toute période, on a vécu des moments intenses. Alors, on va réserver une émission, vous le pensez bien, à la rabbinite Joël Bernheim, qu'on recevra ici à votre place, parce qu'on peut pas parler de Gilles Bernheim sans parler et penser au rôle magnifique, exceptionnel de votre compagne de toute une vie, chère rabbinite Joël Bernheim. Elle souhaitait, elle a considéré que le judaïsme devait offrir à la femme juive contemporaine un enseignement digne de ce nom. Et donc on va la recevoir dans le cadre du Bet Hamdash Nashim et du prix qu'elle a reçu très prochainement avant son départ pour Israël. Alors monsieur le grand rabbin, juste la minute qui nous reste, peut-être en une minute, un petit Dvar Torah sur Hanouka. Oui, sur le fond de la musique que vous aimez. J'entends. Hanouka, on va pas faire de l'histoire, tout le monde la connaît, elle est dans les livres. L'histoire de Hanouka, les Hashmonaïm, les Asmonéens, les Maccabées, tout ça on connaît. Mais Hanouka, vous savez, lorsqu'on allume les bougies ou les mèches d'huile, en même temps que l'on termine l'allumage, celui qui allume récite un texte, après les bénédictions, un Nerot Alalou. Ces lumières-là. Alors, dans la suite du texte, il est dit, Be'en lanu reshut leishtamesh bohem elo lirotam bilvad. À savoir qu'on n'a pas le droit de se servir de ces lumières. Et in lanu reshut leishtamesh bohem, de s'en servir. Vous savez quoi, s'en servir? Par exemple, vous coupez l'électricité, vous éteignez les lumières, les lustres, et vous ne gardez dans la pénombre que les lumières des bougies de Hanouka. Et là, vous n'avez pas le droit de lire à la lumière des bougies de Hanouka. Ça ne peut pas être votre lampe. C'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres. On peut se réchauffer en mettant ses mains devant les... On ne le fait pas. Pourquoi? Et l'olirotam, seulement de les regarder. Et j'ai lu un jour un texte dans le Shem Ishmuel, c'est la chassidoute, l'époque de Rabbi de Kotsk. Des branches, ce qu'on appelle les diverses écoles qui se sont inspirées. On a une minute, monsieur le grand. Alors j'ai terminé là-dessus. Seulement de les regarder, apprendre à voir. Regarder la lumière, c'est apprendre à regarder la lumière. De la même façon qu'on apprend à regarder un tableau, de la même façon qu'on apprend à écouter une musique, de la même façon qu'on apprend à lire un livre, un texte de littérature. Apprendre à voir, à écouter, à regarder. Des gens qui voient pas. Ils ont une vision des choses qui est très pauvre, qui est très limitée, qui se réduit à de très peu de choses. Hanouka, c'est un moment, je dirais, d'instruction. C'est un moment où l'on apprend à mieux voir le monde, à mieux voir les hommes, à mieux voir le livre, etc. Et ça, c'est une merveilleuse propédeutique, comme disent les philosophes. Monsieur le grand rabbin, merci de nous avoir éclairés pendant cette émission hommage au couple Bernheim. On recevra la rabbinite très prochainement. Merci. En tout cas, toutes nos bénédictions vous accompagnent dans votre aliyah en Israël. Venant de vous, cher Rafi, et sachant qu'une bénédiction, c'est une parole qui aide à s'élever, c'est être un peu plus exigeant qu'on a été jusque-là, je suis sûr que vous continuerez à nous accompagner, comme vous l'avez toujours fait. Merci. Merci à vous, monsieur le grand rabbin. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.